Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Très bien, comment vas-tu Louis aujourd'hui? Écoute, plutôt bien aujourd'hui pour notre 7e épisode du podcast à la base de la donnée. Et aujourd'hui, on a une grande chance, c'est qu'on reçoit Julien Silverstone, Product Manager pour toute la partie multi-cloud. La chance, c'est moi qui l'ai, quoi, de vous rejoindre. Déjà auditeur des deux premiers podcasts, donc merci de m'avoir. Ouais. Merci beaucoup de nous rejoindre. C'est un sujet qui nous intéresse très particulièrement et donc on se rend compte depuis un certain temps que les fournisseurs de cloud misent de plus en plus sur une approche qui n'est pas sur un seul cloud unique, mais si on parle de cloud hybride, on parle d'avoir plusieurs fournisseurs en même temps. Et donc on va un petit peu discuter avec toi de toutes ces opportunités et toutes ces propositions qu'Oracle fait dans ce domaine. Surtout qu'il va falloir que vous m'interrompiez parce que je peux en parler des heures. Donc il va falloir me guider un peu et n'hésitez pas à m'interrompre parce que ouais, je fais partie d'Oracle depuis plus de 5 ans et je regardais récemment en fait la partie multi-cloud. Je suis dedans depuis plus de 3 ans déjà en fait. Donc dans la partie ouais, product management, solution architect. Et donc aussi, j'ai vécu cette évolution du multi-cloud. Le multi-cloud avec Oracle, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Même en fait depuis 2019, puisqu'en fait on avait déjà commencé avec l'interconnect qui permettait en fait de simplifier la connexion vraiment, je pense en 5 clics, on peut mettre un interconnect entre Azure et OCI, donc Oracle Cloud Infrastructure, donc sans passer par un tiers. Et puis bah, avec ça, la vision a évolué entre cet interconnect et puis bah, j'allais dire la gravité de la data a aussi évolué. Justement, avant que tu ailles plus loin, parce que je vois que tu es vraiment investi et excité de parler de tout ça, mais Louis, tu te rappelles, à l'origine, on voulait ce podcast-là comme étant un podcast qui couvre la communauté francophone, et aujourd'hui, on est 3 personnes de 3 pays différents, et je voulais le mentionner parce que c'était l'objectif de couvrir la francophonie à travers le monde, et j'espère qu'on réussit à aller chercher des gens dans d'autres pays aussi, francophones. Eh oui, bon, je suis français, je suis parisien, mais je vis en Espagne, ouais, effectivement, je vis en Espagne. Donc ça veut dire aussi dans les relations là avec les clients, bah, mes conversations, elles sont au quotidien ou en anglais, en français et même en espagnol, aussi bien avec l'Espagne que même avec tous les pays d'Amérique latine, donc, qui ont aussi bah, toutes leurs problématiques de multi-cloud et qui ont leurs problématiques d'Oracle. Donc ouais, ça concerne tout le monde, ça concerne plein de monde et merci pour ça parce que c'est vrai que du contenu en français bah, tant mieux. Peut-être à faire aussi en espagnol, j'y penserai, mais c'est super. Luc, tu as raison, c'était vraiment un objectif du podcast, c'était aussi de rencontrer des gens et de faire vivre un peu la communauté francophone, de discuter en français, ce qui nous fait quand même plaisir. Tout à fait. Julien, je sais que tu pourrais en parler longtemps, mais j'aimerais qu'on aborde le sujet peut-être à un premier niveau, sans parler de vendeurs, sans parler de technologie nécessairement, mais vraiment parler de aujourd'hui, les entreprises, pourquoi devraient-elles se lancer dans une stratégie multi-cloud? On parle de hybride cloud aussi, mais je pense pas qu'on est là pour vraiment faire la distinction technique entre les deux. Je pense qu'on parle ici de pouvoir utiliser plusieurs fournisseurs de services cloud différents, avec bien sûr le on-premise, donc d'où la partie hybride. Donc, mais en général, pourquoi, selon toi, les entreprises devraient miser ou devraient regarder, évaluer peut-être des stratégies multi-cloud, donc utilisant plusieurs clouds? Pour moi, la réponse, c'est le cloud. La question se pose même pas. Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir le discuter. C'est là où on peut parler hybride cloud. Mais le cloud va de soi, en fait.
Euh, Là aussi, pour dire brièvement, enfin, je pense qu'on partage pas mal de trajectoires. Moi, j'ai une trajectoire plutôt sysadmin Linux. Ça veut dire que j'ai aussi bien rampé sous des tables pour brancher des câbles que présenter des loons, des storage. Et je me souviens à quel point c'était évidemment la galère de resizer tes table space et de approvisionner tes bases de données, de les patcher, de réinstaller le database home, l'autre version et tout. Là, avec le cloud, tout ça, c'est fait pour toi, quoi. C'est en 3 clics, et même plus en 3 clics, en un Terraform apply, un Terraform destroy, tu as ton environnement, quoi. Et donc, du coup, tu peux le reproduire, tu peux le répliquer, tu peux du coup l'auditer aussi. Il y a plus ce côté, justement, black box où on ne sait pas très bien comment était installé le serveur, la personne est partie, comment on met à jour telle librairie, etc., quoi. Donc le cloud, ça va de soi. Et en fait, les entreprises sont déjà dans le cloud, quoi. Sont déjà dans le cloud. Et donc maintenant, c'est comment migrer les applications, comment migrer les bases de données qu'ils avaient déjà on-prem et les migrer dans le cloud de la façon la plus efficace, quoi. On a commencé à travailler ensemble, il y a 5 ans, sur des projets, à peu près. Donc, tu vois, mais ça fait pas si longtemps que ça que que les entreprises ont plus une approche cloud naturelle qu'avant. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que les Mais entreprises pensent au cloud par défaut maintenant. bah, je pense qu'il y a 2 choses. Évidemment, tout va plus vite et les entreprises ont cette problématique de devoir faire du delivery, de pousser des projets rapidement, ça c'est sûr. Il y a aussi justement, Luc, on avait fait un projet il y a quelques temps et de mémoire, je crois que c'était juste avant le Covid. La façon dont moi je l'ai vécu depuis Oracle, le Covid, ça s'est vu qu'il y avait des tas d'entreprises qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas les VPN pour du coup se connecter au siège et que les gens puissent partager les ressources. Enfin, ils avaient commencé à faire des tours de garde pour qui allait pouvoir se connecter, qui allait pouvoir accéder aux shares, aux disques partagés, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, le cloud est devenu évidemment une nécessité, une réalité. Et puis, ce qu'on disait aussi, là, on est trois origines, 3 pays différents, mais ça veut dire aussi bah, des clients qui sont partout, des clients qui ont les mêmes problématiques ou qui se répliquent. Je ne sais pas combien j'ai de clients qui sont des clients français, mais qui vont aller déployer au Brésil, qui vont aller déployer en Amérique du Nord. Ouais, c'est ça que permet le cloud, quoi. Oui, puis tu l'as mentionné là, ça répond à énormément de besoins, ça répond à des besoins de résilience, ça répond à des besoins justement de déployer dans d'autres pays parce que leur clientèle est fort possiblement dans d'autres pays. Donc, tu parles de déployer au Brésil parce que possiblement ils ont des clients qui sont là-bas. Donc, tu vois, ça permet d'avoir une certaine flexibilité ou agilité en utilisant le cloud. Donc, je pense que là-dessus, on est tous sur la même page. Et Louis, tu te rappelles, justement, toi, avec ton chapeau de développeur, tu disais, ben moi, à l'époque, j'attendais après les sysadmins, ensuite après les DBA, et pour que toi, tu puisses ensuite commencer Ouais. à faire un boulot. Moi, je me rappelle de réunions, pré-projet, avec d'autres développeurs et où on se disait: «Mais qu'est-ce que font ces équipes d'infra juste pour installer une base de données? Ça devrait pas être si compliqué que ça, quoi». Et oui, c'est effectivement, on n'avait pas toute cette vision-là, de comment ça se passait réellement, sur le terrain et cetera. Enfin, voilà. Donc heu, donc maintenant, je me demande toujours pourquoi est-ce que ça va pas plus vite vu que c'est quelques clics? Non, je plaisante. Tu touches sur un sujet mais hyper sensible. Et là, je reprends ma casquette PM, et donc PM dans le sens où je parle au client, je parle à l'engineering. L'engineering, pour eux, le cloud, c'est tout de suite, tu vois, ils utilisent les ressources. Le Mmh. truc, c'est que les clients, ça a beau être dans le cloud, bah, il y a aussi des process, quoi. Il y a des process, il y a des service requests, il y a des engagements, il y a des change management. On sait tous maintenant qu'on a accès à notre console au CI, au portal Azure, au portail GCP. On peut le faire en 3 clics, en 3 terraforms, mais il y a un process aussi, quoi. Et donc ça prend du Oui, temps et bien c'est ce sûr. qu'il faut expliquer, quoi. Et c'est normal et c'est bien et c'est fait pour, assurer une continuité de service, pouvoir, restaurer des environnements, pouvoir rejouer des installations, donc tout ça, c'est totalement compréhensible, il y a aucun souci là-dessus, mais c'est vrai que quand on veut démarrer et qu'on attend ça, on se dit: «Mais pourquoi?» Ben, c'est surtout la business, hein. Lorsque la business veut Bah qu'un oui. produit sorte, ouais, le delivery, là, le time to market, là, dans un monde aujourd'hui qui est très compétitif,
justement, les entreprises, les unités d'affaires veulent que leur idée qui ont travaillé, qui ont réfléchi, qui ont donné dans les mains d'équipes de développement, ben, ils ont hâte que ces produits-là soient sur le marché. Donc, encore une fois, c'est le time to market livré le plus rapidement possible. C'est là où en fait justement la stratégie multi-cloud avec Oracle prend tout son sens. Comme je le disais un peu auparavant on avait Interconnect, donc c'était un peu relier les ressources qu'on a chez l'un avec les ressources qu'on a chez l'autre pour essayer de construire cette solution. Là, vraiment, avec donc le service que je porte, le service qu'on porte maintenant, qui est Oracle Database HAT, et vraiment, je stresse encore sur le HAT, parce que ça se joue sur le HAT, et c'est vraiment implémenter le service. Véritablement, on installe, en fait, pour le dire de manière très simple, les exadata, le hardware, dans les data centers des clients, et c'est intégré dans les ressources du cloud provider. Intégré, ça veut dire justement ce clic que tu attends, quelqu'un va le faire, et du coup, ça veut dire que tu auras ta base de données en quelques minutes dans ton environnement qui est déjà créé, dans ta landing zone, en fait, Azure, Google ou AWS. Euh, de parler du hat chez quelqu'un d'autre. Je pense que OCI a une histoire. Moi j'ai commencé à fond du côté OCI en 2018, justement, juste un peu avant la COVID. Et c'était ce qu'on appelait le OCI Gen 2, là, donc la deuxième version du OCI. Tu sais, je pense que depuis ce moment-là, je pense qu'Oracle a beaucoup investi dans leur propre cloud. Bon, tu le sais mieux que nous. Ils ont investi énormément pour, je dirais, entre nous, là, pour un peu rattraper ce que les autres grands joueurs avaient fait. Tu sais, je pense qu'Oracle a peut-être emboîté le pas un peu tardivement, et pour plein de raisons, là, mais ils ont quand même investi énormément pour essayer de rattraper, je pense, mais ils ont quand même une renommée importante. Tout produit Oracle aujourd'hui que tu retrouves on-prem, c'est très naturel de pouvoir de réfléchir, de penser ou d'avoir une stratégie de les amener du côté OCI. Je pense qu'ils ont réussi à rendre ce concept-là très naturel. Oui, c'est vrai qu'on a pris un peu le train en route. Bah, parce qu'il y a il y a une base très forte on-prem, parce que justement, enfin, c'est ce qu'on dit, mais c'est des environnements qui sont lourds, c'est des environnements qui sont critiques, c'est des environnements performants. Donc, c'est pas forcément euh, simple à répliquer ou rapide à faire. Donc, là où le cloud est plus sur l'agilité, donc ça a pris du temps, ça a pris du temps aussi d'adapter les produits tout simplement au cloud, et c'est toujours un défi. Mais aussi, après, justement, une fois qu'il y a ce défi, il y a de se rendre compte que, bah, ce qu'on disait au début, le cloud, c'est un peu le chemin naturel, mais il y a encore énormément de workloads qui sont encore on-prem, quoi, et Mhm. qu'il faut encore migrer, et pour lesquels il faut encore aider les clients. Quand, tu sais, bon, j'ai participé dans les dernières années, là, j'ai eu la chance d'aller au Cloud World à Las Vegas depuis 5-6 ans déjà. Et je te dirais qu'il y a eu un moment où ce qu'on a senti, on a senti vraiment ben, la première annonce du multi-cloud avec Azure. Ça a été un gros coup parce que c'était quelque chose de nouveau pour nous de voir Oracle vouloir travailler avec d'autres grands joueurs. Tu sais, on a toujours connu Oracle comme étant nous, on a des bons produits, on travaille bien de notre côté, et cette ouverture-là vers les autres grands joueurs était une surprise un peu pour nous, là, de voir comment Oracle voulait travailler avec les grands joueurs. Je pense que c'était une manière aussi de pouvoir aller chercher une part de marché qu'ils ne réussissaient pas à avoir de leur côté. Tout à fait, évidemment qu'il y a, il y a une part de marché, mais en fait, c'est surtout cette analyse que ce que tu dis. C'est vrai que voir aujourd'hui que on est partenaire avec Azure, on est partenaire avec Google, on est partenaire avec AWS, on est partenaire même avec Red Hat. Là, on sera dans peu de temps au Red Hat Summit et on supporte par exemple OpenShift, etc. Donc, euh, voir ça, c'est un peu surprenant. On pensait être, à un moment, on était concurrents, ouais. Mais en fait, l'analyse, elle est simple, c'est au bénéfice des clients, en fait. Les clients, eux, ils combinent ces technologies et tu peux pas juste tirer la corde de ton côté ou de l'autre, quoi. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en migrant dans le cloud, ben, au final, tout le monde y bénéficie. Le client, bien sûr, parce il a le meilleur service, et puis aussi ben, les différents cloud providers, parce qu'ils arrivent à capturer les workloads, enfin, à attirer les workloads. Puis il y a une grosse différence aussi avec Oracle, c'est que Oracle, depuis le départ, est plus fournisseur de logiciels et de bases de données.
et donc à cette deuxième casquette en plus du cloud. Ce que font pas forcément les autres joueurs. Ils fournissent des solutions qui existent ou ils implémentent des solutions qui existent, mais pas forcément, des solutions, maison. Mais en même temps, c'est là où ça devient intéressant, où ça redevient nouveau, avec la partie AI, où en fait chacun a sa propre solution AI. D'un côté Vertex, de l'autre côté Gemini, de l'autre côté, je sais pas, Bedrock. Euh, et donc en fait, chacun pousse sa version, sa solution, parce que AI aujourd'hui, bah, c'est la solution, c'est ce que tout le monde recherche, c'est ce qui va simplifier, ce qui simplifie déjà énormément, quoi. Et donc, c'est aussi d'être présent sur chacun de ces services, ouais. Je pense que l'IA, c'est un sujet qui a énormément de potentiel et donc c'est clair que tous les gros joueurs veulent aller chercher la plus grande part de marché possible. Mais tu sais, si on revient avant un petit peu l'IA, où est-ce que tout le monde se lançait là, je pense que chacun des grands joueurs avait quand même ses forces. Tu sais, lorsqu'on parle de bases de données, d'entreprises, ben, je pense que naturellement, Oracle venait rapidement dans la discussion. Tu sais, Microsoft aujourd'hui avec Azure, avec Office 365, je pense que c'est naturel. Et donc, je pense que l'aspect multicloud aussi, l'objectif de l'aspect multicloud, je pense, c'est que ça permet aux entreprises d'aller chercher, d'aller utiliser les forces de différents joueurs plutôt que de se concentrer sur un seul joueur et utiliser leurs produits qui sont peut-être pas aussi performants que les autres. Là, il y a deux choses, en fait. Un peu, ça, c'était je dirais, c'est l'optique peut-être un peu plus interconnect et split stack, où tu essaies de combiner chacune des forces. Mais après, ça vient à un coût de complexité, ça vient à un coût de network, ça vient à un coût de sécurité. Et on a parlé justement, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui font que les projets peuvent s'éterniser ou en tout cas avoir des délais importants. C'est vrai que les clients ont fait des choix souvent de cloud provider, donc ça veut dire qu'ils se sont engagés, mais c'est pas simplement qu'ils se sont engagés, ça veut dire qu'aussi ils ont monté en compétences, ils ont entraîné leurs équipes, ils ont développé une pratique. Ça aussi, même si c'est le cloud, même si c'est agile, c'est pas facile non plus de la faire changer. Quand tu es expert Azure, tu deviens pas expert AWS, ou tu deviens pas expert Google, ou tu deviens pas expert OCI. Et ça veut dire aussi que les clients, ils peuvent pas multiplier les équipes. Ils sont obligés de continuer sur un chemin, sur un cloud, généralement deux, trois. Certifier des clouds, ça prend du temps. Donc du coup, à se retrouver dans une situation où on pense qu'on a la meilleure base de données ou une base de données hautement performante, mais qui peut s'installer sur différentes modalités dans différents clouds. Mais après, ça devient un challenge aussi, quoi. Ce qu'on a dit, bah, vous le savez aussi bien que moi, les auditeurs le savent, faire le Terraform pour installer ton Oracle base de données sur une VM et puis la tenir, la mettre à jour, la faire vivre, a un coût, quoi. Ça a un coût en complexité. Et puis après, ça a un coût en termes de performance pour obtenir ce que tu avais peut-être déjà avant on-prem. Donc c'est là où on vient avec des solutions déjà qui existent sur OCI et qu'on retrouve ailleurs, qui permettent de retrouver ce type de solution de performance. Et c'est intéressant parce que, tu sais, ou en théorie, comme je le disais, en théorie, ça fait du sens de dire je vais utiliser les BD Oracle du côté OCI, je vais utiliser des services IA peut-être du côté AWS parce qu'ils sont peut-être plus poussés, je vais utiliser d'autres services Microsoft chez Azure parce qu'ils sont peut-être plus performants. Mais là, tu es dans la situation où est-ce que ton équipe opérationnelle doit avoir des gens qui connaissent OCI, qui connaissent AWS et qui connaissent Azure. Donc, déjà là, c'est une complexité. Tu dois maintenir tes gens up to speed, les connaissances, les nouveautés et tout ça. Donc, ça a un coût. Mais aussi, un des défis, je pense, c'est de aussi pouvoir avoir une vue globale sur tout ça. Donc, la gouvernance, tu parlais de sécurité. Donc, la gouvernance qui va couvrir ces trois providers-là. Donc, FinOps, sécurité et tout ça. Donc, tu vois, là, je discute avec un client justement dans une situation comme ça, et il me dit, Luc, on a de la misère à justement bien suivre le côté financier. Donc, le FinOps de ces trois joueurs-là, de consolider, avoir une vue globale de tout ça, c'est un défi pour nous, là. Donc, tu vois, en théorie, le multicloud répond à un besoin d'utiliser les forces de chacun, mais il y a des challenges aussi. Justement, oui, il y a des challenges. Multicloud, dans son côté, je retourne sur mon image, mais vraiment split stack, j'ai ma base de données d'un côté, mon application de l'autre.
les challenges, je vais avoir 2 cloud providers, j'ai 2 contrats, j'ai 2 factures, j'ai 2 équipes qui vont le gérer. Mais justement, c'est là où la vision et les nouveaux services qu'on a lancés, Oracle Database HAT, je restresse le HAT. Ouais, c'est ça. Donc, on a réussi à te retenir un petit peu pour parler du hat, mais là, je pense que c'est le temps que tu te lances sur Ouais, bah, le hat, là. Vas-y. je l'ai dit, hein, je peux me parler tout seul pendant des heures, hein. Moi, j'ai une question juste avant parce que parfois on a des termes, dont on a parlé, mais là on a parlé juste très rapidement de d'interconnect avec Azure. Ça, c'était l'ancienne méthode. Ça existe toujours, il me semble. Et est-ce qu'on peut Exactement. juste expliquer brièvement ce que c'est? Parce que parfois on passe vite sur des termes que nous on connaît, mais peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Et non, et puis c'est une réalité qui résout des problèmes, et sans parler juste d'Interconnect, il y a des tas de providers, je pense à Equinix, je pense à Colt, qui sont là, qui permettent justement d'interconnecter un cloud avec un autre. Simplement, facilement, ou ça peut être avec un cloud provider, avec un data center privé, et d'être plus justement en mode hybride. Interconnect, c'est ça. C'est comment je fais pour créer un lien réseau et faire communiquer mes services Azure avec tous mes services OCI. Comment je fais pour créer cette passerelle réseau? Auparavant, il fallait passer par un tiers, donc soit un Equinix, un Colt, et donc je vais me connecter à Equinix et je vais me connecter de l'autre côté aussi, et ça va me faire le pont entre les deux. Là, avec Interconnect, en fait, c'est Azure et OCI, on a tiré des liens, on a des liens directement entre les data centers, et en quelques clics, on peut ouvrir en fait ce qu'on appelle les ports, et donc j'ai une communication de réseau à réseau. Et ça existe toujours. C'est dans euh, 12 régions, on a aussi le même service avec Google Cloud. Ça répond à des tas de use cases et de cas d'utilisation où j'ai besoin d'avoir une communication any to any. Je sais pas, j'ai mon application dans un cloud et puis finalement je fais un backup déporté ailleurs, où j'utilise les services préférés de l'un et de l'autre, et je les mets à communiquer. J'ai des tas d'entreprises qui l'utilisent encore aujourd'hui, quoi. C'est un service qui continue, qui est là pour continuer, quoi. Parce que ça permet aussi, comme tu le disais, en fait, ça permet juste de faire passer une communication réseau sans qu'elle passe à l'externe. Ça Exactement, te c'est une permet de faire communication communiquer tes 2 réseaux privée et et parfois tu peux sécurisée. pas faire transiter entre 2 services, par un réseau externe, classiquement internet, et là ça t'évite de faire ça. Oui, parce que, comme tu dis, tu as trois façons. Tu passes par Internet public, tu fais ton Mmh. VPN, ou tu passes par une connexion privée. Donc, Interconnect, c'est vraiment ta connexion privée. Euh, Internet, solution valide, mais avec ses pros plus ses contre, hein. VPN aussi, ça veut dire que c'est un lien sécurisé sur Internet, donc ça veut dire qu'on ne contrôle pas la Mmh. qualité du service, on ne contrôle pas les différents hops. Avec un lien privé, là, je sais et je peux m'assurer je vais avoir telle latence et je vais avoir tel throughput. J'ai l'impression que la possibilité de faire des interconnects comme ça entre les grands joueurs va toujours exister. Je pense que chacun des clients a peut-être un vendeur principal, mais quand même veut se fier sur un autre vendeur, veut se fier sur un vendeur où ce qui peut peut-être même y transférer ses sauvegardes, un second vendeur qui va peut-être héberger son PRA, donc son DR, donc pour empêcher d'être vendeur lock-in, là, tu sais, donc pouvoir avoir la possibilité de basculer sur un autre vendeur facilement. Donc, cette interconnect-là, je pense elle va toujours être présente. Elle répond à un besoin qui était là il y a quelque temps et qui va toujours exister, là. Elle est toujours présente, oui, oui, complètement, et on en a toujours besoin. Et en fait, de toute façon, et c'est aussi ça le cloud. Tu peux combiner tous les services et toutes les solutions. Enfin, comme on dit, comme on disait, il n'y a pas un t-shirt pour tout le monde, quoi. J'ai mon t-shirt de vélo que j'aime bien. J'ai même pas mis un truc orange, vous voyez. Donc, les entreprises combinent justement et doivent combiner tous les différents services, en fait. OK. Donc ça, c'est vraiment le split d'un stack sur différents vendeurs. Mais puis là, je te lance sur un truc que tu aimes beaucoup. On t'a retenu assez. Ah oui, là, je pense que c'est le temps de te Je lancer. l'ai vu, ça c'est noté. Écoute, moi, je suis un DBA. Dès qu'on a vu apparaître la BD autonome, la Autonomous DB, pour nous, c'était wow, c'est génial. Facilité de provisionnement, de gestion, de mise à niveau. C'était vraiment un truc pour nous euh, hyper intéressant. D'autant plus que Apex vient avec la Autonomous DB. Donc, Louis était heureux de pouvoir avoir des environnements Apex
rapidement accessible. Mais donc ça a été pour nous vraiment, wow, c'est super comme service. Et par contre, euh, lorsque ça a sorti, il y a quelques années déjà, le temps passe vite, on avait des clients qui étaient que sur Azure. Et ils nous demandaient, on peut-tu l'avoir sur Azure? Malheureusement, non. Fait qu'il va falloir avoir aussi un tenant OCI, puis mettre un interconnect. Puis, donc, mais là, je te lance là-dessus. Depuis quelques temps, ben justement, Oracle travaille avec Microsoft et ils ont le service at Azure. Ouais, exactement. La grosse nouvelle, c'était en 2024, en fait. C'est vraiment ce- ce- cette nouvelle étape dans le partenariat avec Azure, puis avec les autres, en fait, bah, c'est simplement d'installer les Autonomous Database, les Exadata directement dans les data centers de Azure pour répondre aux questions et aux challenges qu'on se disait en filigrane là jusqu'à présent dans la discussion. C'est-à-dire que ça répond à cette question de OK, mais j'ai pas envie d'avoir deux factures. J'ai envie de payer que auprès d'un seul cloud provider. Et ben ça permet en fait. Dès l'instant où vous utilisez Oracle Database at Azure, en fait, la consommation de vos bases de données, vous la payez sur votre facture Azure. L'interconnect, c'est bien, mais OK, je vais devoir demander à mon networking, je vais devoir demander à mon CISO, ça va être compliqué, ça va prendre du temps. Et ben là, avec Oracle Database, at Azure, et ben c'est déployé dans le data center d'Azure, c'est déployé même dans l'availability zone d'Azure. Donc ça veut dire que c'est dans votre landing zone. Donc c'est dans votre VNet, c'est dans votre subnet, quoi. Donc il n'y a pas de tooling à faire, il n'y a pas de port à ouvrir, enfin autre que ce qui s'ouvre toujours quand on est dans le cloud, quoi. Mais je me connecte pas à l'extérieur. La base de données, au final, elle est déjà dans votre réseau Azure, elle est déjà derrière votre firewall Azure. Et surtout, c'est la même machine, les mêmes performances, les mêmes versions. Enfin, c'est là où je pense que l'offre, elle est quand même très, très forte. C'est que c'est pas une version dégradée, installée sur un environnement autre. C'est exactement le même service, la même base de données qu'on aurait sur OCI qui est maintenant disponible sur Azure, Google Cloud et AWS. Ouais, ouais, complètement. Et là, là, pareil, je rebondis sur deux points qu'on a touchés jusqu'au présent, c'est-à-dire en termes de skill, en termes de connaissances, ça veut dire que mon DBA qui connaissait OCI, ou en tout cas qui connaissait ses bases de données on-prem, il retrouve exactement, c'est la même Autonomous chez OCI, chez Azure, chez Google. La façon de la gérer est la même, la performance est la même. Et ce qui est sur la partie intégration, ça c'est à notre charge. Ça c'est la partie intégration dans le cloud provider. Comment je m'intègre dans le VNet, comment je m'intègre dans le VPC, comment je m'intègre, je ne sais pas, avec Azure Monitor, avec Google Monitor, avec CloudWatch chez AWS, ça c'est nous qui le faisons. Ce qui fait aussi que chaque service a ses subtilités, a ses différences. Il y a aussi là aussi un roadmap pour chacun des services, mais ça justement, ce heavy lifting, j'allais dire, le coût de s'intégrer, ça on le prend à notre charge. Mais justement, comme tu disais, Louis, sans transiger sur la performance. C'est pas une autonomous au rabais, c'est pas une autonomous partagée avec d'autres ou quoi que ce soit. C'est la même. Non, puis aucune latence, rien. Donc, c'est directement dans le même environnement. Mais tu as mentionné un point, puis j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai que pour vous, il y a un coût quand même énorme d'intégrer tout ça aux solutions existantes de AWS, Google et Azure. Donc, d'intégrer avec leur console, intégrer les métriques avec ce qu'ils ont aujourd'hui pour chacun de ces joueurs-là, qui est, j'imagine, complètement différent un de l'autre, là. Complètement. Et c'est pour ça qu'une bonne partie de ma journée correspond à répondre et quand est-ce que j'aurai la région Intel et quand est-ce que telle fonctionnalité sera là. Et vous imaginez, chaque client a des exigences différentes et des fonctionnalités différentes. Donc, tout ça, bah, ça fait partie de la roadmap du produit, ça fait partie de la roadmap des projets. Et c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure. Mais oui, enfin, c'est un défi, mais c'est un défi génial en fait. J'imagine que les réunions doivent être plutôt intéressantes, quand tu essayes de faire, telle ou telle, fonctionnalité et de l'intégrer dans 2 clouds différents qui doivent fonctionner complètement différents, qui ont leurs propres contraintes, enfin c'est oui, j'imagine le défi est intéressant. Il y a aussi juste, bah, techniquement, c'est aussi deux cultures, deux produits, deux entreprises qui se sont construites sur des bases différentes. Et puis là, à un moment, justement, quand on parlait FinOps, bah ouais, donc du coup, ça aussi, il faut l'intégrer, il faut le retrouver. Enfin, c'est pour ça que je demande de la patience, je demande des feedbacks et de la patience.
Donc, s'il y a des demandes, bah, n'hésitez pas à les partager avec grand plaisir, mais aussi de la patience, parce que tout ça, il faut aussi faire le tri. Comme toujours, tout est pour hier, quoi. Donc, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Non, ben, justement, j'étais pour poser la question si tu avais un scoop de la disponibilité du Azure dans la région de Montréal, mais bon. Non, mais elle se travaille, non, non, elle se travaille. Je peux même vous partager un lien public avec la roadmap. C'est une application Apex d'ailleurs. Je sais pas si je la mets dans le chat là, est-ce que nos auditeurs vont la voir ou tu pourras la remettre? On pourra la mettre sur l'épisode, ouais, on pourra mettre le lien sur l'épisode, mais c'est la question que j'avais, parce que je pense que tu nous l'avais déjà partagé, mais d'après ce que j'ai vu, en fait, tu as certains services qui sont pour l'instant disponibles sur certains cloud providers et d'autres qui ne le sont pas encore. Je pense à Apex, par exemple. Il n'est pas forcément disponible sur tous les cloud providers, c'est ça? Peut-être que la page n'est pas à jour parce que le Apex OK, Instance sur Azure et sur Google de mémoire il y est. OK. Donc je peux déployer mon Apex Instance et puis de toute façon il est inclus dans chacune des Autonomous Database. Donc ça là-dessus il n'y a pas de souci quoi. Montréal, pour revenir à ta question, Luc, ça arrive, ça va arriver. Je ne veux pas te parler géopolitique aussi, mais je pense que ça va arriver, d'autant plus qu'il y a des questions quand même où je pense que c'est important pour nos amis canadiens d'être dans leur région. Donc je pense que ouais, il doit y avoir de la demande là-dessus. Ouais. Ouais, on n'abordera pas ce sujet-là, s'il te plaît. On peut l'aborder comme tu veux. Mais, tu sais, on parle beaucoup de la BD autonome, Exadata, et on a la question, c'est pour ça que je veux te la poser. Donc, est-ce que vous envisagez peut-être d'avoir d'autres services autres que de type BD, d'autres services qu'on retrouve du côté OCI, du côté d'un autre vendeur? Donc, exemple, Analytic Cloud pourrait se retrouver chez AWS ou chez Google ou chez Azure. Pour le moment, très honnêtement, je ne le vois pas venir. Aujourd'hui, c'est vraiment focus sur l'ADB et aussi focus, comme je disais, parce que c'est un effort. Il y a encore plein d'intégrations à faire, il y a encore plein de régions à livrer. Donc, avant de penser à d'autres services, type analytique, type intégration, peut-être pas tout de suite. Par contre, il y a deux choses. Il y a les services autour de la base de données, par exemple tout ce qui va être Golden Gate Managed Service, où ça c'est planifié et donc ça va permettre aussi d'étendre ses capacités en étant chez Azure ou en étant chez Google. Bah, du coup, ça me rend plus proche, puisqu'en fait, Golden Gate, j'ai besoin d'être proche de ma source, j'ai besoin d'être proche de ma target. Si je suis du coup chez mon cloud provider au milieu, c'est ce qui va me permettre de faire ces transformations, ces importations de bases de données. Donc, donc, tous les services autour de la donnée, Golden Gate, DataSafe, tout ce qui va être auditing avec et sécurité autour de DataSafe. Et puis le deuxième pendant, c'est tout ce qui est euh, application Oracle. Euh, application, j'allais dire maison, mais donc tout ce qui va être l'application de layer, donc tout ce qui va être e-business suite, GD Edwards, PeopleSoft, RMS, Retail Management Service. Donc là, de supporter ces solutions donc, qui vont tourner sur bah, une VM, un container dans Azure, dans Google, et puis avec une base de données hâte de le provider. On a encore plein de trucs à faire. Tu sais, je pense qu'encore une fois, ça démontre la volonté de vouloir travailler avec d'autres grands joueurs. Je trouve que c'est une vision super intéressante. Comme on le disait au tout début, on était content de voir cette approche-là. J'imagine que, bon, on est à quelques mois de Cloud World encore, mais j'imagine qu'il va sûrement avoir d'autres annonces autour du multicloud. Justement, ouais, il y a des annonces tout le temps en fait, parce que justement, le fait d'être partenaire, ça veut dire que, par exemple, on était il y a 3 semaines chez Google Next, on était avant l'année dernière chez Ignite Microsoft. Je m'attends à ce qu'on soit du coup au prochain reInvent dès l'instant où le Oracle Database at AWS sera GA. Pour chacun, il y a aussi des annonces. Ça fait aussi que pour, euh, pour vous, pour nous, ça fait aussi qu'il y a des clients qui n'étaient pas au CI ou n'étaient pas Exadata ou même des clients qui n'étaient pas RAC, qui n'avaient jamais eu de RAC chez eux et qui soudainement, du coup, en ont et le considèrent parce que du coup, avoir un RAC chez Azure, ça a son sens. Chose qui s'était jamais posé la question auparavant, quoi. Donc, on touche aussi des nouveaux clients, des nouveaux besoins et du coup de l'innovation en fait avec tous ces justement les nouveaux services dont on parlait en termes d'IA, etc. Bah, et puis clairement, pour nous, par exemple, fournisseurs ou
développeurs de solutions digitales avec Oracle Apex, ces partenariats, c'est juste génial pour nous parce qu'il y a plus cette barrière en fait du cloud provider qui pouvait être un obstacle ou cette barrière d'installer une base Oracle parce que les gens voulaient pas le faire, etc. Maintenant, c'est disponible dans chaque cloud provider. Donc, Complètement. Et pour toi, justement, sur la partie Apex, ça veut dire que Apex, ORDS, en fait, tu peux t'interfacer avec n'importe quel service. Enfin, ça ouvre des mondes. Apex qui va aller parler à BigQuery, Apex qui va aller parler à Gemini, Apex qui va aller avec Fabric. Enfin, ça ouvre des mondes enfin, absolument fabuleux quoi, en termes d'applications à créer. Il n'y a pas de limite, quoi. Je pense que vous devez avoir plein d'idées et plein de demandes. on en a plein des idées. Le temps manque, mais on en a plein des idées. C'est clair, ces temps-ci, avec l'IA en plus et tout ça, donc c'est clair que ça ouvre la porte aussi à d'autres belles idées, à d'autres beaux projets et la découverte de plein de trucs, hein. Ouais, et juste bah aussi en tant que professionnel et amoureux de la technologie, quoi. Un refresh en termes de technologie, de service, d'aller pouvoir. Moi, je dis toujours d'aller jouer avec des nouveaux services. Des fois, je suis pas compris quand je dis qu'on joue avec tout ça. Ou ma famille, ma femme me combat toujours avec ça, mais au final, c'est un peu ce qu'on fait. Aller jouer avec tous ces nouveaux services bah, qu'on voyait avant, qui étaient chez Azure, qui étaient chez AWS, bah, maintenant, c'est possible, quoi. Et puis il y a un esprit d'ouverture, moi, que je trouve intéressant, en fait, dans cette démarche-là. Il y a un esprit de dire: «Bah, oui, on a des choses qui sont bien un peu partout, mais on les ouvre et on travaille ensemble pour faire en sorte que tu puisses bénéficier des meilleures choses, un peu partout». Et je trouve que c'est ouais, en termes de comme tu disais, d'amoureux de la technologie, je trouve que ça fait du bien cette approche-là, plutôt qu'une approche qui est plutôt, bah, traditionnellement un peu plus fermée, un petit peu plus, bah, venez allez pas voir les autres, restez chez nous, quoi. Non, mais c'est ça, et puis je vois aussi bah, que la communauté Apex elle grandit. Je vois à chaque fois qu'il y a des conférences, qu'il y a de plus en plus de monde et que les salles sont de plus en plus combles. Donc, c'est ce qui permet aussi d'ouvrir cette solution à d'autres publics et d'autres besoins, en fait. On avance. Je pense qu'on a un certain nombre de points, dont on n'a pas parlé. Moi, il y a des choses, dont j'aimerais bien parler, c'est un petit peu savoir quels sont on va dire les scénarios un petit peu courants d'utilisation de ces différents clouds. Comment est-ce que tu mets en place c'est quoi les stratégies que tu vois le plus souvent chez les gens avec qui tu discutes? Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup j'allais dire, de use cases où on a des data center exit, justement, des clients qui étaient on-prem et qui ont des contrats qui arrivent à échéance de data center ou de leasing ou juste un refresh dont ils ont besoin. Il y a aussi tout plein justement de problématiques de restructuration en fait où des entreprises ont fait un choix de cloud provider et donc du coup même s'ils ont fait une technologie et ils ont des bases de données Oracle, ils n'avaient pas cette possibilité d'aller vers le cloud provider et donc maintenant ils Mmh. l'ont. Il y a aussi tout ce qui va être aussi évidemment autour de la data et donc d'avoir toutes ces données qui existent dans les bases de données Oracle et qui leur permet d'aller vivre, alimenter, d'aller train en fait tous ces modèles qui sont utilisés dans différents cloud providers quoi. Donc ça on le voit pour beaucoup des clients quoi. Donc, c'est vraiment sur le terrain ce que tu vois, donc les entreprises qui étaient un peu prises sur leur on-prem, qui n'avaient pas la possibilité justement de sortir complètement et que là, justement, ça leur donne cette option-là de sortir complètement de leur on-prem parce que faut pas se le cacher, on le disait au tout début, là, aujourd'hui, les entreprises ont, pour la majorité, ont comme objectif justement le cloud first, donc pour toutes les raisons qu'on connaît de pouvoir aller vers le cloud, mais justement, ils ne pouvaient pas nécessairement à l'époque, mais là, ça donne cette option-là. Mais complètement. Quand je le disais au début, les entreprises sont mondiales, les équipes sont mondiales, mais en même temps, les skills sont assez locaux. Donc, Luc, Louis, on te demande demain, super, mais déploie-moi une base de données à Tokyo. Il y a 10 ans, tu disais, OK, d'accord, ça va me prendre un petit peu de temps, quoi. Ben, là, la question, c'est vendredi soir, pourquoi tu l'as pas encore fait, quoi? Et ça, c'est possible maintenant, quoi. C'est aussi ça la grande différence. Et du coup, pour chacune des entreprises, bah, c'est aussi répliquer soit l'environnement qu'ils avaient, je sais pas, qu'ils avaient en Roumanie et qui déploient du coup à US East 2 ou US East chez Azure.
Azure, bah ok, on peut le faire. Il y a beaucoup d'entreprises, un centre de développement en Inde, mais qui du coup déploie aux États-Unis. Et au final, d'un point de vue logique, bah, tout ça c'est dans la même landing zone, quoi. Donc tout ça c'est facile à mettre en place. Il y a aussi certains clients bah, qui, peut-être, ou des clouds de préférence, ou aussi, bah, il y a aussi les accords avec les clouds qui viennent à échéance, qui viennent à renouvellement, qui se rediscutent. Et c'est là aussi où je reprends mon Oracle Database HAT, mais du coup, mon Autonomous Database, que tu la payes avec des crédits Google ou que tu la payes avec des crédits Azure, c'est le même service. Tu l'opères de la même façon. Quel est ton accord avec Google et avec Azure? Ça, c'est ce qui vous regarde. Mmh. Et Ben, c'est ça se joue, quoi. c'est un bon point, puis on le sait, hein, Oracle a toujours dit, la BD Oracle que vous connaissez depuis 20 ans, bon, Louis peut-être un petit peu moins, parce qu'il est plus jeune, mais la BD Oracle que vous connaissez depuis toujours on-prem, que vous retrouvez sur OCI et maintenant sur les autres, c'est la même BD Oracle. Donc c'est pas un autre produit. Ils n'ont pas refait le produit pour l'adapter à une autre plateforme, c'est le même produit. Donc, justement, puis j'aime ce point-là. Julien, ça te dit, ben écoute, moi je suis peut-être un peu moins content avec le service que j'ai chez Google ou chez Azure, peu importe. Et j'ai la possibilité de dire, ben, ma BD autonome, je fais juste l'emmener ailleurs et ça va fonctionner de la même manière. Et pas seulement ça, c'est la même base de données Oracle, mais c'est la même base de données de la dernière version. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu peux déployer la 19C, tu peux déployer la 23 AI, qui, je crois, est peut-être pas on-prem ou pas sur certaines définitions. Donc, c'est aussi la façon de la retrouver. Mais c'est vrai que T'es le même DBA, ton expérience DBA est la même. C'est quelque chose que j'explique souvent, mais on parle d'Autonomous, donc c'est sa partie Autonomous. Il y a aussi les solutions type Exadata, VM Cluster, où là aussi, bah, du coup, c'est le même VM Cluster, tu vas retrouver partout, où tu peux faire ton accès SSH, tu peux devenir root, tu peux devenir Oracle, tu peux devenir Grid, tu peux remettre le cron tab que tu as depuis 20 ans et qui va faire tes mêmes commandes Herman et qui va faire tes mêmes dumps exactement de la même façon, en full contrôle. Donc, ça veut dire aussi, en termes d'opération, en termes de migration, en termes de backups, c'est pas parce que c'est at OCI ou at Azure ou at Google que ma façon d'opérer va être différente ou que je vais devoir apprendre un nouvel outil. C'est la base de données Oracle. Si on dit celle qu'on connaît, j'y mets un peu une limite parce que la 23 AI et toutes les autres, enfin, il y a tellement de fonctionnalités que je veux dire, même moi, et il me faudrait des livres et des jours pour connaître toutes les fonctionnalités. Mais c'est la même puissance dans n'importe lequel des cloud providers, quoi. Donc là, je parlais avec mon chapeau de DBA de gérer cette BD-là, mais oui, Louis pourrait le mentionner. Je pense que la 23 AI aujourd'hui lui offre des possibilités qu'on ne retrouvait pas avant, là. Tu sais, mais pour moi, la manière de gérer la BD Oracle est relativement la même que... Mais c'est complètement la même. En termes d'administration, tu veux dire? Ouais, Oui, ouais, en termes d'administration. mais pour toi, Louis, tu retrouves des fonctionnalités que tu peux utiliser à travers ce que tu développes aujourd'hui avec la 23 que tu ne retrouvais pas avant, là. La 23, puis on va le couvrir, je pense, dans un autre épisode, mais la 23 AI, écoute, elle est géniale en termes de nouvelles fonctionnalités ou possibilités là, pour vous, là. Bien sûr. Et encore une fois, on n'a pas assez de temps pour tout explorer, mais oui, 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 que ça soit les JSON Duality Views, que ça soit le JavaScript dans la base de données, que ça soit le vector search, enfin, il y a un nombre de nouvelles fonctionnalités sur cette version de la base de données qui est assez impressionnant. Ça avait commencé avec la 21C, qui était une innovation release, donc il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà là, mais la 23 AI a amené quand même, de nouvelles choses. Ça, plus, je reprends ta casquette, Luc, de DBA ou de DBA infra, mais tout après en maintenant les mêmes choses que tu connais. Donc, parce que le reste de mes journées sont aussi, et mon data guard. Ben, ton data guard, il est pareil, quoi. Ton data Mmh. guard, ton active data guard. Donc, ce que je veux dire, c'est que ta résilience de ta base de données, ta sécurité, ton edge, ta base de données, elle est la même. Enfin, il n'y a pas de compromis là-dessus, quoi. Ton autonomous database, tu auras aussi ton autonomous data guard, tu auras aussi ta réplication, tes backups automatiques, tes backups même répliqués dans une autre région. Donc, tout ça, c'est exactement la même expérience et la même, j'allais dire, sécurité, quoi. Alors, clairement que cette ouverture-là, comme on le mentionnait, a énormément d'avantages. Oui, des défis au niveau de peut-être
de votre côté intégration, de gouvernance et tout ça, mais je pense que ça répond à un besoin aujourd'hui que beaucoup d'entreprises avaient. Et je pense qu'Oracle s'est lancé vers cette vision-là qui répond à ces besoins-là de clients. Je pense que c'est juste le début aussi là, de cette collaboration-là aussi avec les grands joueurs. Une chose qu'on observe, c'est que justement, à être dans le cloud, les transactions augmentent. C'est-à-dire que, du coup, les clients sont partout. Donc, le nombre de transactions, la volumétrie des bases de données ont augmenté de manière exponentielle, quoi. Donc, ça veut dire aussi que bah, aussi, il y a des clients qui se sont retrouvés un peu limités sur les capacités qu'ils avaient, quoi, jusqu'à présent. Et c'est aussi à ça qu'on on répond et ce qu'on apporte, quoi. Aujourd'hui, les applications tellement évoluées de type IoT, tout ce qui tourne autour de l'IA aussi génère énormément de données, énormément de data que si on était encore dans un environnement on-prem, on aurait de la difficulté à gérer. Ça coûterait excessivement cher aussi d'infrastructure pour pouvoir avoir ces applications-là et ces systèmes-là. Donc, mais au moins, il n'y a plus de barrières d'infrastructure comme on l'avait avant, du côté OCI ou Azure ou peu importe, là. Donc, cette barrière-là d'infra n'existe pratiquement plus, là. Ouais, et je lisais un article l'autre jour là, sur les applications modernes et c'était intéressant parce qu'à un moment, on a voulu faire des applications un peu avec des microservices dans tous les sens qui communiquaient entre eux, etc. On revient un petit peu beaucoup plus à une approche un peu plus traditionnelle avec des bases relationnelles, etc. Et la 23 AI, dans tout ce qu'elle apporte, amène des évolutions là-dedans. Mais c'était intéressant parce que l'article, à un moment, regardait les temps d'attente sur les applications et en fait, la majorité des temps d'attente, c'est les temps d'attente réseau, en fait. C'était des temps d'attente de communication parce qu'en fait, vu que tu as interconnecté plein de services pour faire fonctionner ton application, au lieu d'avoir, bah, une base commune, finalement et d'utiliser un bon vieux langage, SQL pour, pour pas le citer et ben, finalement, tu te rends compte que, bah, passes plus de temps à attendre avec des transits réseau que à faire des vraies opérations. Ouais, ouais, complètement. Donc en plus, t'imagines si ta base était loin de ton application, Ben oui. ça c'était encore plus impacté. C'est là aussi, et je leur dirai une dernière fois peut-être, mais avec Hâte, t'es au plus proche, ta base de données est au plus proche de ton applicatif, quoi. Le but, c'est de répondre à ça. De parler du coup de microsecondes et plus de millisecondes, quoi. Ça fait beaucoup de sens, je dirais. Luc, je te laisse, la conclusion? Oui, bien sûr, bien sûr. Écoute, Julien, comme on a pu voir aujourd'hui, on aurait pu en parler longtemps, mais toute cette nouvelle approche-là du multicloud a énormément d'avantages pour les entreprises, premièrement. Répond à un besoin qui était clairement identifié. Puis je pense que la vision d'Oracle a justement permis de répondre à ces besoins-là. L'ouverture d'Oracle a permis de répondre à ces besoins-là, je pense. Ce qu'on a parlé aujourd'hui de l'interconnect, du HAT, c'est que le début, je pense, surtout la partie HAT, c'est que le début. Le Interconnect, bon, on l'a mentionné, va toujours exister parce que ça répond et ça va toujours répondre à un besoin. Mais je pense que le HAT Azure, le HAT Google, le HAT AWS, peut-être le HAT autre chose, je sais pas, mais ça va, c'est que le début, puis je pense que ça va permettre justement de répondre encore plus aux besoins des clients. Et je pense qu'en tout cas, c'est très excitant de voir cette stratégie-là. Puis je pense que tu nous l'as bien présenté, tu nous l'as bien exprimé. On a hâte de voir la suite des choses, tout ce qui tourne autour du multicloud avec les grands joueurs cloud que l'on connaît aujourd'hui. Comme d'habitude, si le podcast vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires. On aime avoir des retours, on aime, savoir, ce que vous pensez, si vous écoutez, si ça vous plaît. Voilà, donc n'hésitez pas surtout et puis on se revoit dans 2 semaines. Merci à tous et surtout merci Julien pour ta participation. Merci, Julien. Merci Louis, merci Luc, merci à tous. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez où me trouver. Vraiment, merci pour l'opportunité. Je peux encore en parler des heures. On Merci te beaucoup. réinvitera, c'est sûr. À Merci bientôt. beaucoup, Louis. Ciao, merci. Ah, bye bye.